Bonjour Philippe. Merci d'avoir accepté ce nouveau rendez-vous du Club Lamartine qui est diffusé, comme tu le sais, en vidéo sur YouTube et en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Je tiens à remercier tout particulièrement toi qui es un invité régulier et Je t'en prie. je te remercie pour toute cette analyse et tous les spectateurs, téléspectateurs et auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder. Merci à eux. Philippe Riet, tu es journaliste politique. Oui. Ex-rédacteur en chef de la Lettre de l'Expansion. C'est ça. Et comme je le disais auparavant, un invité extrêmement régulier. Et tu as été le premier à accepter ce concept. Ouais. Et je tiens encore de nouveau à te remercier. Je vais commencer par une question. Est-ce que Emmanuel Macron a bien fait d'attendre 3 semaines et pourquoi il a mis 3 semaines à choisir sa première ministre? Il y avait deux tactiques. Il y en avait une qui avait été développée un petit peu bien avant la présidentielle. Il y avait eu des rumeurs que nous avions tous plus ou moins relayées et venant de la Macronie, disant qu'il serait tenté par une dissolution pour aller plus vite, pour prendre des mesures drastiques dès le début, pour annoncer la couleur, pour annoncer peut-être une révision constitutionnelle, pour faire un coup en prévision des législatives. Et en fait, on voit bien que tout ça, c'était une fantasmagorie. Ça n'avait aucune réalité, en tout cas que ça a été peut-être évoqué, mais que ça a été vite évacué. Et donc c'est la seconde stratégie qui a été choisie, c'est-à-dire on va aux législatives à pas de loup, en 2 temps. Premier temps, on prend son temps pour former le gouvernement, en ne parlant pas beaucoup du contenu des thèmes de campagne, en laissant venir les choses, en étant absent, notamment pour le président, pour Emmanuel Macron, qui a été très discret, transparent, qu'on n'a pas beaucoup vu, qui a digéré sa victoire. D'autres ont évoqué qu'il y avait un petit coup de mou après la victoire de la présidentielle et qu'il aurait pu être frappé d'un baby blues. En tout cas, on l'a pas entendu. Et puis la seconde période, c'est celle qui s'est ouverte il y a quelques jours, c'est la formation d'un gouvernement avec un casting sur lequel tous les médias, tous les commentateurs pérorent, et on évacue également les thèmes de campagne, les sujets qui fâchent, comme la réforme de la retraite à 65 ans, comme tout un tas de sujets, etc., des sujets qui pourraient être clivants et qui pourraient donner des arguments aux diverses oppositions. Et puis là, c'est tout bénef, on a un casting, on parle du casting, et puis c'est la période de réserve gouvernementale, où les ministres à peine nommés sont obligés de se taire. Et donc, là aussi, communication muselée, on ne parle pas beaucoup de sujets qui clivent, qui pourraient faire débat avec les oppositions, avec la NUPES, avec la droite nationaliste, et comme ça, on avance au tout dernier moment. En arrière-plan, on a une campagne médiatique et de certains relais de la Macronie qui diabolisent évidemment les oppositions, au premier chef le diable rouge, Jean-Luc Mélenchon, et la NUPES, mariage de la carpe et du lapin, et on distille des petites mesures sympathiques qui pourraient être l'aménagement des 90 km/h, à savoir qu'on pourrait ne pas perdre de points si on franchissait les 90 pour 95, des petites choses qui pourraient être sympathiques. On parle du pouvoir d'achat, et puis surtout, on ne parle pas de la réforme de la retraite à 65 ans qui pourrait avoir l'effet d'un chiffon rouge auprès des électeurs. C'est un peu la jurisprudence TVA sociale? Ouais, tout à fait. On veut éviter qu'une mesure mal calibrée, mal vendue, effarouche l'électorat et tout d'un coup gèle l'électorat qui pourrait être légitimiste, qui pourrait être tenté d'être cohérent avec son choix de la présidentielle et donc de donner beaucoup, beaucoup de députés au parti LaREM et à ses alliés, à la Macronie. Et du coup, on y va tout doucement, on esquive en pariant sur une faible mobilisation des électorats en général et des électorats des oppositions en particulier, et on espère ainsi limiter la casse et arriver avec, si possible, une majorité absolue au mois de juin. Alors oui, mais est-ce que ça ne donne pas l'impression que le président, en tout cas, tergiverse ou a un problème de cadence politique plus globalement? Ouais, mais ça, c'est le petit milieu journalistique, médiatique, politique qui peut apprécier cela,
qui peut dire cela et qui peut marteler cela, mais avec une faible audience. En fait, on s'aperçoit que les gens, ils sont déjà dans leur projet de week-end, à rallonge, de pont, de l'Ascension, de la Pentecôte, de vacances. Ils sont obsédés par les questions de pouvoir d'achat, de faire des économies, de faire des bons plans. Ils passent beaucoup de temps devant leur ordi pour trouver les meilleurs plans, pour trouver la station d'essence où c'est le moins cher, etc., etc. Tout ça, ça occupe. Il y a un fossé qui s'est creusé entre les citoyens et le système politique, et donc, l'un dans l'autre, les gens ne sont pas très passionnés par les législatives, et les premiers sondages nous montrent que la participation serait voisine de celle de la dernière fois, à savoir 47%, donc moins d'un Français sur deux qui voterait. Donc, que le pouvoir parle pas du tout ou parle moins, c'est un peu indifférent et ce n'est pas forcément porté au débit du président Macron, dont beaucoup pensent qu'il vaut mieux pas trop le voir et l'entendre. Et par ailleurs, la com, elle s'est faite autour, pas du président Macron, mais autour de la nouvelle première ministre, Madame Elisabeth Borne. Effectivement, on a bien vu qu'il y a eu une séquence qui lui a été dédiée, le fait qu'au bout de 3 semaines, il a fallu encore attendre quelques jours pour avoir le gouvernement, ça a laissé une séquence, comment dirais-je, une fenêtre médiatique exclusivement dédiée à la première ministre. Ouais, il y a eu peut-être une fausse compétition dans les derniers jours, dont la presse a beaucoup parlé, mais était-elle si intense dans le cercle du pouvoir? Je crois qu'elle l'a été pendant 2-3 jours, entre deux candidates possibles, deux femmes, puisqu'il s'agissait de nommer une femme, de faire événement en nommant une femme, 30 ans après le choix d'Édith Cresson sous François Mitterrand. Et donc, ça a été deux femmes en balance, une a un profil de droite sociale, de droite libérale, mais de droite sans doute un peu conservatrice sur les sujets sociétaux. C'eût été le choix de Catherine Vautrin. C'eût été aussi une femme de l'Est de la France, ce qui est très rare en France pour les postes de Premier ministre, qui sont d'habitude recrutés plutôt en Île-de-France, dans l'Ouest, dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest. C'eût été une première depuis 40 ou 50 ans, depuis Pierre Messmer. Il n'y a jamais eu un Premier ministre issu de la région Grand Est, c'est-à-dire Alsace plus Lorraine. Et puis le choix de Madame Borne, qui avait, elle, l'avantage d'être déjà ministre, et donc déjà au fait des arcanes des ministères, des dossiers récents et surtout de ses futurs collègues ministres, vu qu'elle était issue du gouvernement précédent, mais avec une image, elle, là, beaucoup plus techno, moins politique, et beaucoup plus gauche, venant de la gauche et pas venant de la droite. Donc, c'était deux options complètement différentes, et il semble que le président ait hésité, parce que c'est un grand joueur, avant tout, comme beaucoup de ces analystes, de ceux qui l'observent depuis longtemps, le considèrent. Hein. C'est un véritable joueur, il est adepte du darwinisme. Jusqu'au dernier moment, il fait monter des talents, il laisse entendre qu'il a du désir pour telle et telle personne, et que, hop, au dernier moment, au bord, on the edge de la décision, au bord du précipice, au bord du trou, au bord de l'éventuelle incompréhension par la population, hop, il top pour l'un des deux, l'une des deux, et il a topé au dernier moment, pesant les avantages et les inconvénients de l'une et de l'autre, il a topé pour Elisabeth Borne. Alors oui, on voit sa première déclaration qui a été dédiée aux petites filles qui doivent aller jusqu'au bout des rêves, et pourquoi pas les garçons aussi, qui peuvent aller jusqu'au bout des rêves. Est-ce que tu as été étonné par cette déclaration? Est-ce que tu la trouves juste? Alors, elle est assez inédite. Elle a humanisé la Première ministre. C'était une espèce de punchline qui faisait référence aussi au-delà du genre. Elle aurait pu dire les petits garçons, les petits enfants. Mais les petits enfants avaient peut-être une connotation un petit peu papale, papiste, église catholique. Les petits-enfants, venez les petits-enfants, les enfants. Bon, c'était peut-être plus religieux. Là, elle insistait sur un genre, sur les petites filles, qu'on évoque moins dans le vocabulaire en général et dans le vocabulaire politique. Puis je pense qu'elle a voulu insister sur la méritocratie peut-être à la française, comment des petits garçons, des petites filles, là en l'occurrence des petites filles, pouvaient grandir, apprendre, s'éduquer, avoir des ambitions, jusqu'à celle un jour de devenir Premier ministre ou président de la République. Dans le passé, il y a eu d'autres présentations qui n'employaient pas le mot petit garçon, petite fille, mais je pense à Pierre Bérégovoy,
c'est-à-dire qui a pu, je ne sais pas s'il a fait ces déclarations, évoquer des petits enfants de milieu modeste, un jour arrivant au Graal, atteignant le Graal, à savoir diriger la France, en tout cas au niveau du gouvernement. Et est-ce que ça ne démontre pas qu'on a changé de société quelque part et un On a, côté universaliste et un peu segmentariste aujourd'hui? ouais, ben, ça reflète quand même les débats quand même sur le genre, les débats garçons-filles, on est passé par MeToo, etc. Il y a eu le féminisme, il y a eu un féminisme première époque, hein, avec Gisèle Halimi, où c'était une revendication des droits, des conquêtes vis-à-vis de la pilule, de l'avortement, etc., des droits d'égalité de salaire, etc. Et là, on est beaucoup plus, depuis quelques années, sur un regard porté sur les femmes qui devrait pas être, qui devrait être sur le même plan que celui qu'on porte sur les garçons. Et quelque part, les garçons, on les présente très vite, on les prend comme modèle de quelqu'un, petit garçon, qui va aspirer à président de la République. Et c'est vrai que le pouvoir est un peu masculinisé dans notre imaginaire, dans nos représentations. Les choses avaient changé quand, je me souviens, puisqu'on parle d'une polytechnicienne, Elisabeth Borne, la première polytechnicienne sous Giscard d'Estaing avait été Anne Chopineau. Ça avait été un événement. Elle avait été major, je crois, hein, de l'X. Ça avait été un événement, ça avait été un tremblement de terre. Ben voilà, on a une polytechnicienne, une femme qui arrive au Graal, qui atteint le Graal, qui est Premier ministre. Voilà, il y a une hypersensibilité de par les débats que tu connais, que nous connaissons tous, il y a une coloration de nos discussions sur hommes, femmes et même transgenres, hein, sur d'autres questions plus sociétaux, plus sociales et d'acceptation. Voilà, est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est une mode? Est-ce qu'on reviendra vers un équilibre? Est-ce que nous ne sommes pas en transition? J'ai plutôt l'impression qu'on est un peu en transition vers autre chose que je ne sais pas comment il va apparaître. Mais bon, voilà, en ce moment, il y a cette sensibilité, cette emphase qui est donnée à un genre. Parce que si on regarde de plus près sociologiquement et au niveau du parcours professionnel, elle n'a pas grand-chose à envier à un Emmanuel Macron, à un Juppé et autres, quelque part. Ben, ce qu'on peut retenir, oui, mais alors là, je te fais une critique peut-être plus marxiste, plus de gauche, à savoir qu'elle n'a tellement pas envié que ce sont toujours les mêmes. C'est toujours des castes dirigeantes, Oui, c'est toujours des gens qui n'ont rien à envier, ils n'ont d'autant plus rien à envier qu'ils se fréquentent et qu'ils se connaissent. Et que c'est la haute technostructure, qu'elle soit de l'ENA, qu'elle vienne de Polytechnique, qu'elle vienne de l'école des mines, des ponts et chaussées, c'est quand même une même caste qui ose faire, et j'en vois aussi un signe, avec la promotion de deux autres femmes de grands talents dans leur domaine, l'une dans le sport, dans le tennis, avec l'épouse de Frédéric Oudéa, le patron de la Société Générale, ou Madame Legrand, j'oublie son nom, Madame Blanc, qui est l'épouse de Monsieur Bompard pour le secrétariat d'État à l'enfance, hein. Donc, ce sont des gens effectivement qui se connaissent, mais qui font partie d'un même milieu. Mais bon, dans les années 60-70, ça existait aussi, sauf qu'on en parlait moins. Le regard, il était moins axé là-dessus. Mais c'est vrai qu'à cette époque, j'ai l'impression qu'il y avait quand même des profils qui étaient, qui étaient différents. Tout à l'heure, j'ai parlé de Pierre Bérégovoy, mais il était de milieu modeste et voilà, il avait commencé comme ouvrier, je crois, à la oui, c'est SNCF. ça. C'est ça. Voilà, donc bon, il y a un petit peu moins ça avec les noms que je te cite. Oui, là, c'est un changement dans la continuité sociologiquement. Aussi, il me semble, mais avec des formes différentes, et cette fois-ci avec des femmes. Mais les femmes, elles ont Tant acquis des mieux, hein, positions c'est justement pas. dans cette technostructure. Oui, non, mais c'est pas, bien sûr, pas une critique, mais c'est juste une constatation que c'est un changement dans la continuité. Absolument. Il n'y a pas un changement sociologique, idéologique Non. dans cette continuité. Alors, que dire de ce gouvernement? Euh, Moi, j'ai l'impression que quelque Oui. part, ce gouvernement n'est plus un gouvernement, mais est une administration américaine, en tout cas un gouvernement à l'administration américaine, que Emmanuel Macron, sans le dire, est en train de préparer les esprits à un changement de République. Non, moi, j'en suis pas sûr. Peut-être, on verra. Bon, je ne crois pas qu'il veuille changer. Je pense pas qu'il veuille changer et passer à la sixième République. Je pense qu'il veut peut-être installer des nouveaux ingrédients, des nouvelles caractéristiques, modifier certaines choses. Mais je ne suis pas persuadé qu'il veuille y aller jusqu'au bout.
il est très difficile à déchiffrer. Je ne connais pas ses intentions, ni même en matière de politique économique, ni en matière institutionnelle. Il a promis tout et son contraire il y a 5 ans. Il recommence cette fois-ci. Est-ce qu'il aura la majorité pour avancer? Ce n'est pas sûr. Tu sais qu'il y a des contraintes, il y a des conditions très particulières. Pour changer vraiment la Constitution, il faut au moins l'accord du Sénat, qu'il n'aura pas forcément. Non, moi, ce que je relève le plus, c'est que ce gouvernement est moins amateur quand même que celui d'il y a 5 ans. On a quand même une équipe avec des gens qui connaissent mieux la machine administrative, la machine politique. Tu n'as pas des Benjamin Griveaux, tu n'as pas d'autres ministres qui ont pu passer et venir, Siben Ndiaye, etc. Donc, tu n'as pas que des amateurs et des apprentis. Là, tu as des gens beaucoup plus professionnels, des gens qui ont déjà été ministres. Et quant aux nouveaux, même ceux que j'ai cités précédemment, les 2 épouses, etc., de patrons, ce sont des gens qui, dans leur domaine, ont fait preuve et qui connaissent les choses. Isabelle Rome, que je connais aussi personnellement, qui va s'occuper des femmes et des discriminations, qui va remplacer Madame Moreno. Ce sont vraiment des personnes qui, moins connues, ont gravité dans des sphères où elles ont fait leurs preuves, ces personnes, et je pense qu'elles sont beaucoup plus professionnelles et qu'elles vont être aussi redevables à Emmanuel Macron qui les a nommées. Donc je pense que c'est une équipe qui est plus professionnelle, alors qui est peut-être plus effectivement qui renvoie plus à ce que tu disais, ce côté administration à l'américaine, équipe de managers pour diriger la marque France, pour diriger la French Company, c'est possible. Mais je pense que avec ce qui va se passer avec les législatives, on aura une assemblée, une chambre beaucoup plus politique. Et donc, il faudra forcément une affirmation beaucoup plus politique des choses. Et sauf à imaginer une lutte, une bataille entre une chambre qui va être très politique et puis un gouvernement qui passerait outre sur le mode autocratique et un peu de la compétence et un petit peu à la hache, un petit peu effectivement en avançant. Mais quand tu parles d'administration américaine, il y a certes une administration américaine, mais c'est un pays très politique. Tu sais bien qu'il y a des élections, des midterms, Oui, etc., mais et que tout est très quadrillé par la rivalité démocrate-républicain, et que c'est quand même très, très politique. mais dans ce gouvernement, il n'y a pas de ténors qui ont du poids politique. Il y a du poids médiatique, parce qu'ils incarnent quelque chose, mais il n'y a pas de poids politique. Bruno Le Maire, Darmanin, ils n'ont pas de troupes derrière eux. Ils n'auront pas des élus qui les soutiendront à l'Assemblée nationale. Ce pas des Alors, représentants de parti. Historiquement, même dans tout gouvernement, tu avais le représentant du courant, du chef de parti de droite, le chef donc, tu de as raison. l'UDI, le chef du PS ou le chef d'une ligne au PS. Tu avais toujours ces ténors-là. Là, tu n'as pas de ténor Non, au c'est sens politique exact. du terme. Il n'y a pas beaucoup de ténors, et notamment les partis associés, même le Modem, Horizon, n'ont pas forcément de figure de proue. Le Modem n'a que Marc Fesneau. Horizon n'a que Christophe Béchu, qui est un secrétaire d'État, je crois, au ministre délégué. Donc, tout ça est très modeste. Donc, effectivement, il n'y a pas les chefs des partis associés. Donc, c'est plutôt, effectivement, une compagnie de gens qui sont qui adhèrent pour le moment à Macron et qui sont des soutiens macronistes. Mais quand même, un bémol à ce que tu dis, je ferai le camembert, la ventilation des ministres, un camembert comme il y a dans l'hémicycle, etc., des ministres en 3 blocs. Il y a le bloc des grands professionnels de la droite sortants, Lecornu, Darmanin et Le Maire, qui occupent plutôt des ministères régaliens. Et il y a le bloc des personnalités venant de la gauche qui occupent les ministères sociaux, avec Dussopt, avec aussi Madame Borne évidemment, mais Monsieur Dussopt, et puis un autre dont le nom va me revenir, qui occupe les ministères et la santé, Madame Bourguignon. Voilà, les ministères sociaux. Et puis il y a le troisième bloc, c'est le bloc des personnalités de la société civile, des surprises, le ministre de l'Éducation nationale ou le ministre de la Culture, et puis les ministres dont j'ai parlé, du sport, etc., qui sont des personnalités hors les partis dont tu parles, qui sont un petit peu le fait du prince, qui sont des proches ou des proches du président en relation directe avec le choix du président. Bon, donc tout ça, c'est assez, voilà, ces 3 blocs. Mais déjà, tu vois bien qu'avec la promotion de certains d'entre eux, notamment du premier bloc
le fait que le maire s'installe en numéro 2 du gouvernement après Mme Borne, il est déjà présenté comme un des futurs dauphins potentiels. Et comme un futur dauphin qui pourra se mettre, rester fidèle à Macron ou s'émanciper et devenir un peu le Rocard de Mitterrand. Voilà. Et pour se préparer à proposer un autre choix, une alternative pour dans 5 ans. Et on sait que Bruno Le Maire, même s'ils ne sont pas chefs de parti, ils sont perçus dans l'opinion, comme Édouard Philippe qui lui est à l'extérieur, comme même M. Darmanin, peut-être en relève de Xavier Bertrand, ce sont des présidentiables potentiels qui sont là. Ils ne sont pas chefs de parti, mais au sein de la Macronie, je te le donne en mille, ils créeront des affidés, des groupes, des cercles. Peu à peu, au fur et à mesure des textes, au fur et à mesure de la chronique politique des prochaines années, ils auront des affidés pour se préparer pour 2027. Est-ce que Édouard Philippe est un représentant? Ça ne m'est pas apparu. Oui, Christophe Béchu, le secrétaire d'État, maire d'Angers, secrétaire d'État aux collectivités locales ou ministre délégué aux collectivités locales. Mais c'est très modeste. Oui, il en a un. Et dit-on un deuxième, l'épouse de M. Bompard, secrétaire d'État à la jeunesse, ils sont très proches, eux, de M. Philippe. Mais de politique, il n'y a que Christophe Béchu. C'est faible, mais bon. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en gros, Macron, il a 3 ans pour gouverner. Jusqu'aux Jeux Olympiques. Après les Jeux Olympiques, on rentrera dans la seconde phase qui est l'entrée dans la prochaine présidentielle. Et là, ça deviendra très compliqué pour gouverner. Mais 3 ans, c'est beaucoup, surtout qu'il n'y a pas de scrutin d'ici là. Oui, tu as raison. Alors, bon, voilà cette analyse sur le gouvernement. Oui. Alors, il y aura législative dans quelques jours. Oui, dans 3 semaines, dans 15 jours, 3 semaines. Ouais. Que dire de ce rassemblement autour de Mélenchon? Surprenant quand même. Ouais, enfin, c'est la NUPES. Ouais, mais bon, je trouve qu'on s'esbodie. Ça reste d'abord une alliance électorale. Et à gauche, ça a toujours ça donne toujours des frissons aux partisans de la gauche. Hein. La gauche, elle se divise souvent de l'opposition. Elle est toujours très divisée programmatiquement et dans l'histoire. Enfin, PC, PS, où le PC était très puissant, ben, il y avait des gouffres et il y avait des différences beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. On a la mémoire courte, hein, on est trop jeunes, hein, toi et moi, c'est ça, pour avoir connu ça. Mais bon, c'était un gouffre. Là, aujourd'hui, c'est bon, quand même, là, déjà, vis-à-vis de la Russie, il y a des points communs. Hein, voilà, Mélenchon est assez proche du sentiment général. Hein, même il se paye le luxe en ce moment de dire qu'on n'en fait pas assez contre Poutine. Hein, donc, il est diabolique, là. Hein, il se montre tout doux, tout miel et tout consensuel hein, là-dessus. Bon, alors, c'est une alliance tactique qui, comme dans toutes les alliances à gauche, qui en général se fracassent quand ils sont au pouvoir ou même quand ils ont une majorité à l'Assemblée. Donc, c'est ce qui se passera. Chacun reviendra dans son écurie, dans son groupe, d'autant plus qu'on ne parle que d'un intergroupe, mais qu'il y aura des groupes, un groupe vert, un groupe socialiste, un groupe insoumis, un groupe communiste. Non, c'est une alliance et je pense que c'est très payant électoralement et que c'est quand même pas par hasard qu'on a commencé il y a 6 mois cette séquence électorale en disant que le pays se droitisait et qu'il y avait une menace de l'extrême droite et que même Macron au pouvoir, ça serait le retour de la droite. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une première ministre issue de la gauche. On ne parle que de la gauche et avec un risque de gauche pour l'Assemblée nationale. Je trouve ça fascinant. Oui, mais est-ce que c'est pas le mariage de la carpe et du lapin? Quoi, entre Le oui, mais bon, PS et Mélenchon. enfin rien de nouveau sous le soleil à gauche. Alors après, il y a un parti dominant, un parti dominé. Autrefois, c'était Mitterrand qui voulait tordre le cou, qui voulait, en s'alliant avec le PC, l'affaiblir. Mais là, bon, et puis surtout, il n'y avait pas de plan B. Si on ne mariait pas la carpe et le lapin dans une alliance électorale, on risquait d'avoir une chambre avec 50 députés LFI et un raz-de-marée macroniste. Ça n'avait pas de sens. Voilà, donc moi, ça ne m'étonne pas. Ouais, c'est plutôt un accord pour essayer d'éviter de se noyer pour les autres et de disparaître. Faut rappeler. Absolument. Et puis surtout, ces partis ils ont envie d'avoir des sous, des finances. Oui. En ayant des candidats, en ayant quand même des candidats, etc., tu sais bien que ça marche par voie dans un certain nombre de départements, ça fait que ça va remplumer
ça va du moins sauver les finances de tous ces partis, et c'est quand même pas mal pour la démocratie. Voilà. Alors, Enfin, là, j'ai un avis assez antagoniste avec le microcosme, enfin, la plupart, beaucoup de commentateurs qui trouvent que c'est le mariage de la carpe et du lapin, mais enfin, c'est quand même pas, c'est pas nouveau à gauche. Voilà. Quant à l'extrême gauche, ça c'est encore un avis personnel, moi je ne la place pas. J'ai jamais pensé que le PC était à l'extrême gauche. Pour moi, l'extrême gauche, c'est le NPA et Lutte ouvrière. Voilà. Pour moi, ce n'est pas l'extrême gauche. Le- les insoumis, ce n'est pas pour moi l'extrême gauche. C'est une facilité de une gauche extrême. catégoriser ça, mais moi, je ne le considère pas l'extrême gauche. Je considère c'est un peu l'équivalent de ce qui était au PC. Mais on ne disait pas du temps dans les années 60, 70, 80, on ne disait pas le PC, c'est l'extrême gauche. On disait le Parti communiste. Il y avait un nom. Bon, voilà. Alors, ils ont trouvé le nom d'insoumis. Alors, insoumis, ça évoque révolte, insurrection, révolution. Et du coup, extrême gauche, mais je pense qu'il y a beaucoup de confusionnisme. En tout cas, les gens, et j'en connais beaucoup qui votent insoumis, j'en étais encore avec une hier, et qui est une grande personnalité des Vertes, modérée, etc. Elle a voté insoumis, mais elle ne se pose pas ces questions. Voilà, elle a voté insoumis, voilà, de fait, là. Mélenchon, premier tour. Et voilà, donc, voilà. Après, il y a le jeu médiatique, il y a la représentation médiatique, et on est quand même très notre esprit est quand même très façonné par ça. Et puis, il y a d'autres raisonnements, et celui que je risque aujourd'hui devant toi. Alors, tu penses, là je te sens très enthousiaste, et que Mélenchon et sa troupe peut gagner? Ah non, ils ne peuvent pas gagner, parce que moi, je connais la loi électorale, et je sais qu'ils ont des points forts dans des villes et des métropoles et dans certaines régions, mais ils vont faire peur, et ils vont être dissuasifs, et ils vont avoir des raclées quand il y aura des candidats LFI dans des départements ruraux de l'Ouest, du centre et du Sud-Est. Et où là, je t'annonce qu'en Bretagne, sauf peut-être dans les Côtes d'Armor ou du côté de Brest, où il y a un petit peu d'usines, etc., mais dans l'Orne, dans le Maine-et-Loire, ils auront des résultats faibles. Sauf dans des villes comme Poitiers, Angers, où tu avais Orphelin, etc. Mais donc, ça va être un vote qui n'est pas nationalisé, au sens qu'il n'est pas partout. Et qu'effectivement, comme autrefois, s'il y avait eu des candidats PC, ben, il y aurait eu une méfiance, ils auraient eu de mauvais scores. Non, ce que je voudrais faire remarquer ici, c'était la nouveauté, et c'est là où cette manière de faire peut être critiquée, elle n'est que sur un point, à savoir qu'autrefois, il y avait une compétition entre candidats PC, PS, etc. Puis c'était que le meilleur gagne pour le second tour. Là, c'est la première fois qu'il y a un accord où ils se répartissent les circonscriptions. Donc, où il n'y aura pas de candidats socialistes dans 400 circonscriptions. Avant, il y avait une primaire au premier tour. Sauf que là, donc c'est ça qui est nouveau. C'est là où on peut dire que le PS s'est couché, les Verts, etc., qui n'auront pas de représentation au premier tour dans certains départements. Autrefois, il y a toujours eu une compétition et que le meilleur gagne, sauf que la loi électorale était un petit peu différente et puis que la gauche était plus puissante et qu'elle risquait d'être au second tour. Mais si on avait fait cette compétition entre candidats, vu le poids de l'extrême droite, qui aurait eu beaucoup extrême droite Macron ou droite Macron, et pas du tout de gauche. D'où cet accord. C'est ça qui est la profonde révolution et ce qui peut paraître très désagréable et ce qui n'existait pas à l'époque dont je te parle, où il y avait toujours une compétition au premier tour. Des candidats PS partout, des candidats PC partout. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est une brèche. Là, c'est nouveau. Là, c'est désagréable, mais c'est fonction d'un paysage politique, tu l'as compris, parce qu'il y a cette extrême droite qui n'existait pas dans ces années où il y avait la gauche, qui fait que c'est ainsi. Donc, un score au premier tour élevé, mais un échec au second tour. Élevé, il faut ça. Ben, je viens de recevoir un sondage là, le sondage de cette semaine de Challenge, hein, de Harris Interactive, prévoit, oui, qu'ils sont à 28, NUPES, 26, la Renaissance, et 21, l'extrême droite, le RN, sans Zemmour. Hein. Donc c'est vraiment 3 blocs. Un score élevé, oui, enfin élevé, c'est-à-dire, ça sera symbolique de savoir qui est en tête. Le bloc Renaissance ou le bloc NUPES. Dans l'étude du Monde sortie il y a quelques jours, qui est faite sur 12 000 personnes, hein, c'était l'inverse. Tu avais 28, je crois, pour Renaissance et 27.
C'était dans l'épaisseur du trait, enfin, il y avait très peu de décalage. Bon, là, dans Suite Challenge, c'est NUPES qui est en tête. Ça serait intéressant de savoir qui est en tête, mais ce n'est pas une avance fulgurante. Tu as 3 blocs assez homogènes. Mais en termes de députés, vu qu'il y a beaucoup de circonscriptions rurales, vu qu'il y a quand même, on n'est pas dans un pays où il y a la proportionnelle, enfin, tu as des circonscriptions avec 200 000 personnes et d'autres avec 50 000. Hein, et dans celle à 50 000, je peux t'assurer que les NUPES, ça ne va pas aller très loin. C'est beaucoup plus dans celles où il y a du monde, urbaine, dans des métropoles, etc. C'est à cause de cette carte électorale et à cause du mode de scrutin qu'il faudrait qu'ils aient qu'ils seraient à 33-34, là, au premier tour, face à Renaissance 27, pour que là, il y ait une menace réelle. Mais là, je ne le vois pas, sauf catastrophe, Gadin, un scandale qui apparaisse, etc. Et ça peut être dans l'autre sens aussi. Il peut tout d'un coup, la campagne de de Mélenchon peut déraper, etc. Mais pour le moment, ça se tient bien. Alors, il y a quand même une personne qui a disparu pendant un moment, qui est Marine Le Pen. Coucou Marine Le Pen. Qui arrive à la deuxième avec une progression très très forte. On en avait parlé en termes de voix, parce qu'on parle en pourcentage, mais c'est toujours intéressant de parler en voix, et on voit bien qu'elle avait progressé en nombre de voix, et elle fait le choix de disparaître pendant 15 jours. Alors c'est certes une campagne, c'est fatigant plutôt, mais est-ce qu'elle a fait une erreur politique ? Je ne sais pas, on le verra. Je pense qu'elle n'est pas dupe des résultats. Quoi qu'elle fasse, elle ne peut pas aller très haut, mais elle sait que quand même, avec l'importance de son électorat de premier tour et de second tour à la présidentielle et de premier tour dans les estimations, pour les législatives, elle pense que finalement, ils auront un certain nombre de députés. Elle sait qu'il y a un plafond de verre dans beaucoup de coins. Elle n'est pas dupe, de coins de France. Elle n'est pas dupe. Alors, à quoi bon? Et puis, deux, pour la première fois, elle n'est pas face à Macron, elle n'a pas qu'un seul adversaire, elle en a deux. Elle a Macron et elle a NUPES. Et elle sent qu'il y a une dynamique en termes de thèmes, en termes de communication. Sur les thèmes du pouvoir d'achat, maintenant, ils sont deux. Hein. Il y avait Marine Le Pen, qui a été diabolique et efficace pour la présidentielle, mais là, c'est plutôt NUPES, hein, parce c'est eux qui ont l'avantage sur ces sujets-là. Donc, c'est compliqué de se battre sur deux fronts, et d'autant plus qu'elle a fait le choix, ou l'erreur, on verra, de refuser toute alliance avec Zemmour. On a l'impression que le sujet principal qui leur préoccupe, c'est de tordre le bras, c'est d'écraser, c'est d'avoir aucun député zémourien à l'Assemblée nationale. C'est ça son objectif en creux principal, c'est d'éteindre le feu, d'éteindre tout risque de représentation de Zemmour. On sent qu'il y a une haine diabolique. S'il y avait eu, mais elle sait très bien que si elle avait fait une alliance, si elle avait fait peut-être à queue par rapport à la présidentielle, si elle avait organisé une alliance avec Zemmour, elle risquait de perdre. D'abord, c'était antinomique. Elle risquait de perdre des voix. C'était antinomique avec son choix pour la présidentielle, d'avoir fait 100. Et donc là, je pense qu'elle est cohérente. Mais son sujet, c'est d'apparaître de temps en temps, de faire des déclarations. Elle n'est pas complètement absente, elle fait quand même quelques déclarations, mais elle a une campagne moins visible, effectivement, que pour la présidentielle. Mais l'essentiel pour elle, c'est d'apparaître, elle, en futur chef du groupe RN, qui sera formé à l'Assemblée nationale, puisque, je te le confirme, elle sera présidente du groupe parlementaire. Donc, on la verra très souvent et elle laissera Jordan Bardella présider le parti. Ça, c'est un vrai changement pour le coup. Oui, pour le moment, non, il était président par intérim. Là. Oui, mais ça sera un vrai changement. Mais je trouve que là, c'est un tandem assez fortiche, hein, parce que lui a quand même fait preuve de qualité, il est assez efficace, c'est le renouvellement. Il a un prénom très peu zémourien. Jordan, je pense que Éric Zemmour l'aurait obligé à changer de prénom. Donc, rien que de ce seul fait, il y a une compétition, ça n'a rien à voir, la Zemmourie et la Lepini. On va finir sur Éric Zemmour, tu en as fait référence. Ah ben si, lui, on en parle, mais dans le côté, c'est le film, c'est le candidat de Saint-Tropez, hein, c'est le nouveau de Finesse. Hein. Ouais, alors, c'est les bronzés font de la politique à Saint-Tropez. Hein.
Il y a quand même 2 disparitions. On a parlé de la disparition quelque part du PS au Oui. profit des Insoumis, mais 2 disparitions quand même de cette campagne, la droite classique et la droite extrême, Zemmour. Ces deux-là. Ouais, mais il faut voir au résultat. Moi, je pense que la droite LR aura des bons résultats. Je faisais le meilleur qu'on ne pense. Je faisais l'inventaire de certains départements. Allez, je te donne un département et je te donne un scoop, la Vendée. 5 sortants l'AREM. Non, 4 sortants l'AREM et un MoDem. Bon, ben là, j'ai eu un dirigeant de l'AREM. Il pense que 2 vont passer LR. Au moins 2, voire 3. Hein. Donc, M. Retailleau, qui est quand même l'homme fort, sénateur de la Vendée, président du groupe LR au Sénat, si ça se confirme, il va le terronner. Hein. Bon, là, il y aura un gain net. Ils vont perdre ailleurs, mais ils vont gagner. Bon, voilà. Donc, après, il y a eu très peu de départs de LR vers la Macronie. Il y en a eu 4 ou 5. Hein. Oui, c'est. Monsieur Platré qui flirtait avec l'extrême droite, je le voyais hier dans une émission de télé, il est resté très LR. Hein. Donc, il y a eu très peu d'hémorragie, pas du tout vers l'extrême droite, et très, très peu vers la Macronie, avec effectivement M. Damien Abad et 2 ou 3 autres, et M. Woerth. Mais c'est très limité. Woerth, plutôt fin de carrière, et M. Abad, un cas particulier. Puis, ce n'est pas quelqu'un qui était du Parti gaulliste, lui. Hein. Il faut se rappeler qu'il était un ancien centriste. Ancien président des jeunes centristes. Hein. Donc, ça, il faut se rappeler aussi de ses origines. Bien. Quant à. Donc, pour moi ils vont ramener quand même des députés. Alors, après, je ne te dis pas qu'il y en a peut-être des gens après qui vont, suivant les résultats, passer, se reclasser dans d'autres groupes. Hein, mais ça, on verra. Mais pour le moment, ils n'ont pas disparu. Quant à Zemmour, ben oui, avec le score qu'il a fait, il ne peut pas ramener beaucoup de députés. Alors, il tente le coup pour le coup. Il tente Saint-Tropez, où apparemment c'est serré, même au premier tour, même s'il y a un candidat RN bien implanté qui est connu dans l'appareil du parti, M. Flotio, c'est serré au premier tour. S'il est au second tour, bon, il peut être battu dès le premier tour. Moi, c'était mon sentiment qu'il pouvait être battu dès le premier tour. Mais il fait beaucoup de com et il s'appuie sur le maire de Coguelin, qui est un maire anciennement RN, mais qui l'a rejoint. Donc, il est puissant, hein, le maire de Coguelin. Voilà. Et donc, je crois qu'il fait ami-ami. Il est très, très ami. Bon, ça rappelle, allez, faisons pas de polémique, monsieur Sarkozy ou monsieur Macron. Il est très copain avec beaucoup de nababs et de grands patrons et de grands propriétaires et de grandes fortunes de cette région qui ont des villas. Hein. Donc, c'est influent. Visiblement, il a un côté, voilà, allez, comme on dit vulgairement, il est assez efficace auprès des nababs hein, du coin. Voilà. Donc, et puis, il a fait un relatif bon score à la présidentielle aussi dans cette circonscription. C'est la circonscription la plus facile pour lui. Donc, au second tour, ça va être serré. S'il gagnait, c'est face à une candidate sortante de l'AREM, un peu discrète, hein, mais je pense que l'AREM va mobiliser contre lui entre les 2 tours. Hein. Et puis la droite classique. Hein. Je pense que personne n'a envie d'avoir Zemmour tout seul comme un Ludion à l'Assemblée. Hein. Mais ça serait le gag, hein. Vu que c'est la seule chance de gain pour Zemmour, hein, lui-même. Donc, ça va être assez drôle. Mais cette campagne a un côté, bon, alors il y a l'histoire de Saint-Tropez, mais c'est un côté, effectivement, Louis de Funès. Hein. C'est un côté pas très sérieux, c'est un côté opérette et monégasque, quoi, un peu. Hein. C'est un peu dérisoire. Hein. On le voit habillé sur 131 avec un vestiaire très, très banlieue ouest, avec des habits hyper, voilà. Enfin, bon, c'est assez drôlatique. Enfin, on est loin quand même du vieux parti gaulliste qui voulait ressusciter, hein, où il y avait à la fois les puissants et la femme de ménage et les pauvres. Là, on est vraiment dans une circonscription assez exceptionnelle et atypique. Rappelons que les élections sont le 12 et le 19 juin. Oui. Voilà. Et que restera au second tour ceux qui ont fait plus de 12,5% des inscrits, Oui. pas des votants, ce qui est bien différent. Donc, très peu de triangulaires, il y aura surtout des duels. En tout cas, merci Philippe de ton analyse. Philippe, voilà, journaliste politique et ancien rédacteur en chef de la Lettre d'Expansion. Je te remercie et je te dis à bientôt. Probablement, on se donne rendez-vous après législative ou un petit peu avant. On fera peut-être un point. On verra s'il y a lieu ou après, en tout cas. Merci Philippe. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir.